Bonjour à tous, mon nom est Sarah Charbonneau. Je vous souhaite la bienvenue à ce point de presse hebdomadaire du Centre intégré de santé de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue du 2 décembre. Aujourd'hui, un seul sujet sera abordé, soit le décès malheureux d'un résident de Sainte-Terre. Pour ce faire, 3 porte-paroles s'adresseront à vous. Dans un premier temps, Mme Caroline Roy, présidente directrice générale. Par la suite, Dr François Aumont, directeur de la direction des services professionnels, de l'enseignement universitaire et de la pertinence clinique au Centre intégré de santé et services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue, puis Dr Jean-Guy Ricard, directeur médical régional des services préhospitaliers d'urgence. Avant de débuter, j'aimerais vous informer qu'afin d'assurer un espace d'échange respectueux, la zone de clavardage a temporairement été désactivée. Si vous souhaitez faire part de questions ou de commentaires, n'hésitez pas à les adresser au 08 barre de soulignement 67 barre de soulignement communication plurielle à commercial ssss.gouv.qc.ca. Alors, dès maintenant, précisons que suite à la présentation, un échange, une période de questions suivra. En prévision de cette activité, j'invite déjà les représentants des médias présents à renommer leur nom en indiquant le média auquel ils appartiennent. Madame Roy, la parole est à vous. Oui, merci Sarah. Donc, bonjour à tous. Puis, d'entrée de jeu, je souhaite vraiment offrir mes sincères condoléances à la famille, aux proches, à toute la communauté de Sainte-Terre du décès malheureux qui est survenu d'un résident de Sainte-Terre dans les derniers jours. J'ai eu l'opportunité également d'offrir ces condoléances directement aux membres de la famille, mais je tiens vraiment à vous mentionner que toute l'organisation est vraiment interpellée, se sent concernée par la situation, ce qui a fait en sorte que dès qu'on a appris l'événement, on a demandé une revue diligente, donc une analyse de la chronologie, de la séquence des événements, de toute la situation concernant cet usager qui a malheureusement s'est conclu en son décès. Vous comprendrez aussi, par respect pour la famille, par respect pour les règles de confidentialité aussi auxquelles on est lié, on ne pourra pas transmettre l'ensemble de l'information qui concerne l'usager, qui concerne la situation clinique à laquelle il était confronté, certains événements aussi plus précis liés à son dossier. Puis, vraiment, on a transmis toute cette information-là, puisque, comme vous le savez, là, il y aura une investigation du coroner. Donc, le coroner, avec la légitimité et les règles en vigueur, pourra s'assurer de répondre à plusieurs questions de la population, probablement telles qu'on l'a entendu aujourd'hui. Les informations qui ont été utilisées pour s'assurer de faire une revue diligente qui vous sera présentée là, en quelques éléments aujourd'hui par mes collègues sont issues des données disponibles au dossier de l'usager, de la séquence des événements liés aussi au service préhospitalier d'urgence, des échanges avec le personnel soignant directement, puis toujours dans l'objectif de voir est-ce qu'on a des zones d'amélioration, est-ce qu'on peut offrir différemment, organiser différemment certains services pour s'assurer de toujours maintenir des services de qualité et sécuritaires à notre population ici en région, en Abitibi-Témiscamingue. Et j'ose ajouter de proximité, parce qu'on le sait très bien, notre région est une grande étendue de territoire. On a 5 territoires de MRC, très distants l'un de l'autre. Donc, on doit s'assurer de maintenir des services essentiels, maintenir des services prioritaires à notre population de proximité, en fonction évidemment des ressources toujours disponibles. Vous le savez, une réorganisation de services a entraîné la fermeture partielle des services qui étaient offerts, type urgence au CLSC de Sainte-Terre. Tout ça est venu aussi dans les différentes discussions qui ont eu cours dans les dernières heures en lien avec le décès de l'usager en question. Donc, on va pouvoir répondre aujourd'hui à certaines de vos questions. Je le répète, une investigation du bureau du coroner est maintenant confirmée. Quelques heures suivant le décès de l'usager, le bureau du coroner avait, oui, été contacté, avait confirmé à ce moment-là que la situation tel que lui-même l'évaluait ne justifiait pas une investigation. Mais là, je pense qu'il y a plusieurs questions de la population, de la famille qui sont posées et on a eu la confirmation d'une investigation qui est débutée. Donc, Mme Charbonneau, je passerai la parole à mon collègue, Dr François Aumont, qui est le directeur des services professionnels de notre organisation. Merci, Mme Roy. Bonjour tout le monde. Moi aussi, j'offre mes condoléances aux proches du patient décédé. Comme l'a dit Mme Roy, c'est l'investigation du coroner avec les pouvoirs que le coroner a, qui pourra divulguer davantage les éléments cliniques.
Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que de notre côté, moi, comme directeur de service professionnel, je dois m'assurer que les soins adéquats ont été donnés tant en préhospitalier qu'à l'urgence et que le transfert a été fait selon les bonnes façons de faire et au bon endroit. Évidemment, on se questionne qu'est-ce que ça aurait été si le CLSC de Sainte-Terre avait offert des services d'urgence au moment du décès. Ce que le dossier nous montre, c'est que le citoyen en question présentait une condition, évidemment, que vous jugerez grave, qui a évolué sur plusieurs heures et au moment où il a consulté en salle d'urgence, c'était clair qu'on avait à ce moment-là besoin d'une investigation poussée. Donc, évidemment, si l'ambulance était allée à Sainte-Terre, le patient serait reparti presque immédiatement en direction de Val-d'Or pour avoir une investigation radiologique qui n'est pas disponible à Sainte-Terre. Donc, ça aurait augmenté les délais. Dès qu'il est arrivé à Val-d'Or, donc qui était l'hôpital le plus proche et tout à fait approprié pour sa condition de santé, l'évaluation médicale a été faite rapidement avec l'infrastructure radiologique au chevet qui a confirmé une pathologie qui nécessitait une intervention chirurgicale d'urgence et le transfert a été fait sans délai vers l'hôpital d'Amos où malheureusement le décès a été constaté à son arrivée. À ce moment-là, toute chirurgie aurait été futile. Alors, donc, c'est l'analyse qu'on fait du dossier hospitalier. Je vous redonne la parole, Mme Roy. Oui, en fait, je laisserai monsieur le docteur Jean-Guy Ricard compléter l'information. Docteur Ricard, êtes-vous en mesure d'ouvrir votre caméra? Oui, je suis là. Bonjour à tous. J'offre aussi mes condoléances à la famille. Écoutez, Dr Aumont vient de faire le topo. Nous, au niveau des services hospitaliers d'urgence, on peut vous confirmer que l'analyse complète de ce dossier-là a été faite rapidement et toutes les informations auxquelles j'ai eu accès ont été transmises aussi au bureau du coroner. On comprend qu'il s'agit d'une pathologie extrêmement grave, extrêmement subite, qui nécessite un transport vers des structures diagnostiques et de traitement surspécialisées. En aucun cas, l'arrivée de ce patient-là au CLSC de Sainte-Terre aurait été utile ou salvateur dans cette condition-là. L'hôpital de Val-d'Or n'a pas la capacité non plus du plateau chirurgical spécialisé pour offrir des services d'une chirurgie de sauvetage. On s'entend que le patient était dans une condition extrêmement critique tout le long de son transport de Sainte-Terre, son transport primaire de Sainte-Terre à Val-d'Or et encore plus critique de son transfert de Val-d'Or à Amos. Il faut comprendre dans ce dossier-là que la pathologie et des circonstances malheureuses sont responsables du décès et bien au-delà de l'organisation des services hospitaliers ou hospitaliers. Ceci dit, on est prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup. Alors, nous en sommes à la période de questions. Toutes les questions devront être adressées auprès de Mme Roy, qui pourra, lorsque requis, faire appel à Dr Ricard et Dr Aumont afin de compléter l'information. Alors, nous avons une première question de Mme Annie-Claude Luneau de Radio-Canada. Bonjour à tous. J'ai deux éléments dans ce que vous nous donnez sur le fil des événements qui m'amènent à me questionner sur votre analyse du fait que la fermeture n'a pas de lien. La première, c'est que ce que nous dit la famille, c'est que l'homme a tardé à les consulter parce qu'il a senti un premier malaise vers 17h30, mais que comme le CLSC était fermé, il s'est dit qu'il allait attendre. Donc, s'il y avait eu une consultation sur place en soirée, est-ce qu'il n'y aurait pas pu à ce moment-là y avoir un diagnostic plus rapide? Puis la deuxième question, c'est sur le délai ambulancier. Il y a quand même eu 1h10 entre l'appel et le moment où l'ambulance est arrivée sur place. Est-ce que ce n'est pas lié encore là au fait qu'il y avait déjà un transfert vers l'hôpital de Val-d'Or qui se faisait? Oui, bonjour. En fait, pour la première partie de la question, je laisserai Dr Aumont pouvoir répondre sur l'organisation des services et ensuite Dr Ricard quant au délai service hospitalier. Dr Ricard, vous pourrez également présenter votre rôle à ce sujet-là en titre de directeur régional médical des services hospitaliers d'urgence. Donc, Dr Aumont. Oui, eh bien, ce qu'on a appris par le dossier sans entrer
sans rentrer dans les détails, comme je vous dis, qui sont confidentiels, l'information qu'on a, c'est que les symptômes auraient débuté avant même l'ouverture de l'urgence de sanitaire ce jour-là. Donc, oui, le patient aurait pu aller consulter toute la journée. Il a probablement considéré que ce n'était pas si grave puisqu'il n'est pas allé pendant que l'urgence de sanitaire était ouverte. Est-ce que s'il était allé plus tôt en journée, ça aurait changé le cours des choses? Bien, possiblement, comme ça aurait changé le cours des choses qu'ils prennent l'ambulance pour aller à Val-d'Or. Le docteur Ricard a bien parlé de circonstances malheureuses et ce qu'on doit vous dire, c'est que c'est une condition pathologique avec un faible niveau de survie, là, même si tout était en place, même si les événements s'étaient passés en milieu urbain. Donc, je ne peux pas vous dire que c'est vrai que si l'urgence sanitaire avait été ouverte le soir, ça aurait changé quelque chose puisque les symptômes ont évolué suffisamment progressivement pour que ce soit seulement dans la nuit qu'il appelle les ambulances. Merci. Nous avons une prochaine question de Mme Fanny Lévesque de la presse. Désolée, il y avait une deuxième portion sur les délais en Ah oui, est-ce qu'on peut y répondre? Je m'excuse, Mme Luneau. Pas de problème. Madame Luneau? Je vous écoute. Vous m'entendez, oui? On vous entend très bien. D'accord. Écoutez, la question par rapport au délai puis par rapport à l'orientation, il faut comprendre, considérant la superficie de la région et la disponibilité des véhicules ambulanciers, qu'on doit faire des choix. On a installé plusieurs filets de sécurité pour la population, y compris à sanitaire. Dr. Aumont vous a exposé partiellement la pathologie qui va être, de toute façon, je vous l'ai dit, ces informations-là sont transmises au bureau du coroner. Mais il faut comprendre aussi qu'on doit prioriser les appels. Les ambulances ne répondent pas uniquement à la population, ils doivent répondre aussi à plein d'autres demandes qui viennent des établissements de santé, qui viennent aussi des évacuations aériennes, qui viennent de la sécurité publique. Et puis, à ce moment-là, bien, il doit faire des choix. On doit faire des choix. Les appels sont priorisés selon les informations que la plan nous donne. Et puis, à ce moment-là, on priorise l'affectation des véhicules en conséquence. Moi, je peux vous confirmer que lorsque l'affectation urgente a été faite pour cet appel-là, le délai d'attente avant l'arrivée des véhicules ambulanciers sur place est de 34 minutes. C'est le délai calculé. C'est extrêmement difficile de blâmer qui que ce soit, y compris la victime elle-même. Vous comprendrez dans ces circonstances-là, et je le répète, la pathologie excessivement sévère, rapide et extrêmement mortelle présente fait en sorte que le décès va bien au-delà des responsabilités d'une organisation préhospitalière ou hospitalière, même parfaite, n'aurait pas probablement pas sauvé la vie de cette victime. Merci. Avant de poursuivre, Dr. Ricard, pourriez-vous expliquer le rôle d'analyste que vous faites, à quel titre vous faites cette analyse? Ben, pour que les médias comprennent bien ma position, je suis comme le représentant du CRTC. Je travaille avec une indépendance. Je suis nommé par le ministre de la Santé pour assurer la qualité des services hospitaliers pour la région 8. Je suis responsable de la centrale de communication santé, donc des appels 911 qui concernent la sécurité publique, les incendies, la police et aussi la santé. On s'occupe aussi d'une partie de la région 10 et on fait ce travail-là le but premier de ce travail-là, c'est d'assurer la qualité des services. On est régi par une loi qui s'appelle la loi des services hospitaliers d'urgence et on travaille en indépendance. Je ne travaille pas pour les compagnies ambulancières. Je ne suis pas non plus un employé du CISAT et soyez rassurés que nous, comme Mme Roy le disait, on travaille en collaboration avec les CISAT, les entreprises ambulancières et l'organisation des services pour que le service se donne et pour que le service soit de qualité sur l'ensemble de notre territoire. Merci. Prochaine question, Mme Fanny Lévesque, La Presse. Oui, j'aurais deux questions. D'abord, pour bien comprendre, comment vous pouvez affirmer, hors de tout doute, qu'il n'y a pas de lien entre le décès et la réorganisation de services actuels, parce que vous soulignez, bon, le délai pour l'ambulance, bon, le transfert à Val-d'Or, ensuite à Amos. Est-ce que c'est donc dire que, si je comprends bien votre propos, là, donc, même si tout avait été en place, qu'on s'était trouvé au centre-ville de Montréal,
cet homme-là n'aurait pas pu être sauvé étant donné sa condition. Oui, bonjour. En fait, je vais faire une brève mise en contexte avant de passer la parole à mes collègues. À partir du moment où un premier appel a été logé au 911 par l'individu, c'est à partir de ce moment-là où nous, on entre en scène comme organisation, mais là, à la fois avec des partenaires, des entreprises ambulancières, donc tout le volet service hospitalier d'urgence, où ils ont, en fonction de la priorité accordée suite à l'évaluation de chaque appel, des délais aussi là, qui sont médicalement requis pour l'intervention, pour affecter une ambulance à ce moment-là. Également, tout le processus qui est à mettre en place sur la prise en charge au sein de nos hôpitaux, à savoir s'assurer que l'évaluation a été faite dans les délais, oui, mais quelles interventions ont été posées, les diagnostics associés, l'intervention qui a suivi. Donc, tout ça doit faire partie là, de l'offre de service qui est offerte à l'usager, mais toujours à partir du moment où il y a un premier appel. À partir du moment où il y a eu ce premier appel-là, dans la séquence des événements qui ont suivi, et là, je laisserai ensuite Dr. Ricard pouvoir compléter des propos. Si l'urgence de Sainte-Terre avait été ouverte, ça n'aurait pas changé la conclusion, c'est-à-dire malheureusement le décès de l'individu constaté là, quelques heures plus tard dans cette situation bien précise, là, avec cet usager bien précis et sa condition particulière à laquelle il était confronté. Donc, je laisserai Dr. Ricard compléter les propos s'il le souhaite. Oui, vous savez, la superficie du Québec et sa densité de population ne nous permet pas d'offrir des plateaux techniques, diagnostiques et thérapeutiques, ni non plus la présence immédiate d'un service ambulancier partout, en tout lieu, et on doit faire des choix. Ces choix-là sont toujours difficiles à faire. On a instauré plusieurs filets de sécurité. Précisément, vous le savez, on a déployé à la grandeur du Québec dans toutes les institutions publiques ou non publiques la défibrillation externe automatisée à accès grand public. On a équipé la Sûreté du Québec et la plupart, voire la totalité des corps policiers municipaux de défibrillateurs, de trousses d'urgence, d'antidotes aux intoxications. On a formé partout des équipes de premiers répondants qui répondent aux urgences vitales. Malheureusement, ce filet de sécurité dans la pathologie de la victime dont on parle n'aurait été d'aucune utilité. Les plateaux techniques, diagnostiques et thérapeutiques du centre de santé CLSC de Sainte-Terre ne sont pas non plus un atout. Le CLSC de Sainte-Terre ne fait pas partie du réseau de services de stabilisation. Il fait partie du réseau de garde intégré 24/7 des CLSC à une certaine distance d'un centre primaire pour des soins primaires. Mais il faut comprendre que déjà, même avant cet événement-là, et ça depuis de très nombreuses années, les ambulances n'arrêtent pas à Sainte-Terre dans certains types de pathologies, vont directement vers l'hôpital de Val-d'Or ou l'hôpital d'Amos, dépendamment du type de pathologie. Et ça, c'est pas nouveau. Avec la rupture de service à Sainte-Terre, on a eu l'octroi d'un véhicule supplémentaire et d'une équipe supplémentaire pour pallier justement à la découverture. Alors, le ministère nous a octroyé un véhicule pendant 12 heures supplémentaires. Et il faut savoir qu'avant, Sainte-Terre a toujours été une zone mono-véhicule. Donc, Sainte-Terre a toujours vécu une absence de véhicules ambulanciers sur place, et ça, c'est pas nouveau, et ça n'a rien à voir avec la rupture de service. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on installe des filets de sécurité. Bon, c'est sûr qu'il y a un impact financier et aussi au niveau des ressources humaines qui ne nous permet pas au Québec, encore une fois, selon la densité de population et la superficie qu'on a à couvrir, à offrir ces plateaux techniques-là partout. Et on doit faire des choix, malheureusement. Je vous l'ai dit tantôt, la victime, par un concours de circonstances malheureuses, il n'y avait pas de véhicule ambulancier disponible sur place. Aussitôt qu'on a une priorité urgente dans ce cas-là, on a affecté la zone de relève qui est Barrault, qui n'est pas très loin. Et comme je vous l'ai dit, le temps d'affectation et d'arrivée est de 34 minutes. Puis, M. Alain Laforêt. Non, mais j'avais juste une autre question à Madame, Madame Roy. J'aimerais savoir quelles sont les informations précisément qui ont été transmises au coroner avant ce matin là, pour qu'on dise qu'il n'y avait pas matière en enquête. Qu'est-ce qu'on lui avait transmis précisément? Oui, je vais laisser Dr. Aumont préciser les éléments d'information qui sont transmises dans de telles circonstances.
Oui, donc vous savez que le coroner est là pour investiguer les décès dont la cause est indéterminée ou dans les circonstances obscures, négligence, violence ou quand on ne connaît pas l'identité de la personne décédée. Donc ici, c'était facile de connaître l'identité de la personne. La cause du décès, elle était évidente et les circonstances du décès, c'est-à-dire une condition pathologique grave qui nécessitait une chirurgie en urgence, mais pour laquelle le transport n'est pas arrivé, en tout cas, la séquence des transports n'a pas fait en sorte qu'on puisse l'amener en salle d'opération à temps, laisser croire au coroner qu'il n'y avait pas matière à investiguer parce que ça ne rentre pas dans les questions qui doivent être posées au coroner. Évidemment, à partir du moment où les informations nouvelles semblent requises pour la population, il y a un questionnement important en lien avec effectivement la fermeture du CLSC, même si on sait très bien, le Dr Ricard nous l'a dit, dans cette situation-là, si le CLSC avait été ouvert, on aurait juste ajouté un délai. Donc, on sait qu'il n'y a pas de lien, mais le bureau du coroner a décidé d'investiguer afin de pouvoir répondre à la population et faire des recommandations s'il y a lieu. Monsieur Alain Laforêt, TVA. Êtes-vous en mesure d'ouvrir votre micro, Monsieur Laforêt? Bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Je vais avoir 2 questions. Un délai normal en Abitibi-Témiscamingue pour une intervention d'une ambulance, c'est combien de temps? Donc, je comprends qu'on répondra à votre première question. D'abord, je vais laisser mon collègue Dr Ricard pouvoir répondre à la question qui est de nature variable en fonction de la priorité. Il pourra vous l'expliquer. Si j'ai bien compris, pour répéter la question, quel est le délai normal pour avoir une ambulance? C'est bien ça? C'est ça. On dit, dans les grands centres, c'est 12 minutes. En Abitibi-Témiscamingue, compte tenu du territoire, compte tenu de votre couverture ambulancière, c'est combien de temps pour une urgence? Merci de le préciser pour une urgence parce que vous le savez qu'au niveau de la centrale de communication santé, comme je vous ai expliqué depuis le début, on doit prioriser les appels qui vont de P0 jusqu'à P7 et P8 pour pouvoir effectivement faire ces choix-là d'orienter nos véhicules vers les urgences prioritaires. Dans le cas qui nous concerne, vous comprendrez que ce n'était pas ni une P0, ni une P1, ni même une P2. Le délai pour les P0, c'est pas bien compliqué, c'est assez simple à comprendre, c'est le véhicule le plus près qui doit intervenir. Chez nous, malheureusement, compte tenu que juste le territoire d'Amos est à peu près 4 fois grand comme l'île de Montréal et qu'on n'a que 2, parfois même que 3 véhicules pour couvrir cette superficie-là, qu'on doit répondre aux appels qui viennent autant des établissements que de la population, vous comprendrez qu'on ne peut pas garantir la disponibilité en tout temps d'un véhicule dans des délais qui sont prescrits médicalement. Ça, pourquoi on doit installer des filets de sécurité pour les urgences vitales, qui sont les arrêts cardiaques, qui sont les crises anaphylactiques, qui sont les intoxications. Ça, pourquoi on a installé tous ces filets de sécurité-là. On était parmi les premières régions au Québec à le faire. On était la première région au Canada à avoir tous nos arénas couverts par des défibrillateurs externes automatisés. On essaye d'orienter nos véhicules vers les urgences les plus prioritaires. Malheureusement, les conditions climatiques, la distance, parfois même l'accès aux patients peut être une contrainte de temps très importante. On a des patients qui sont dans des lacs, qui sont dans des chaloupes, qui sont dans des camps de chasse, qui sont pas accessibles par des techniciens ambulanciers paramédics, encore moins par véhicule. Donc, vous savez que cette notion-là, chez nous, elle n'est pas la même qu'en centre urbain. Je suis très d'accord avec vous, Dr Ricard, puis je vous comprends. J'ai habité en Abitibi, je connais très bien le territoire. Là. Je connais Sainte-Terre, je connais Barreau, je connais tout ce coin-là. Moi, je vous demande en moyenne, vous n'avez pas répondu à ma question, votre moyenne d'intervention ambulancière, vous nous avez parlé de 34 minutes. Est-ce que c'est ça la moyenne, 34 minutes? Est-ce que c'est 20 minutes? Vous devez avoir une moyenne, une statistique d'intervention qui, c'est sûr, varie là, compte tenu de la grandeur du territoire, mais votre NEC plus ultra d'intervention dans vos plans de contingence, c'est combien de temps? La plupart du temps, dans les centres qu'on peut qualifier d'urbains, on est en bas de 10 minutes dans les moyennes d'intervention.
Dans les régions qu'on considère, dans les secteurs qu'on considère plus ruraux, on est à l'entour de 20 minutes. 20 minutes. Seconde question? Oui, ma seconde question, au-delà de ce qui vient de passer, puis vous nous dites que peu importe ce qui serait passé, les chances de survie de M. Genet étaient très minces. Mais est-ce qu'on n'a pas un risque d'assister à une tempête parfaite, compte tenu qu'on est en hiver, que vous semblez dire que souvent vous êtes en découverture ambulancière et que l'urgence de sanitaire est fermée? On connaît très bien notre région, on connaît très bien notre étendue de territoire et l'offre de services à la population qu'on maintient de proximité dans chaque MRC. L'offre de services au CLSC de Sainte-Terre est historiquement, depuis plusieurs années, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je le rappelle, c'est un enjeu de main-d'œuvre qui nous a amené à prendre des décisions extrêmement difficiles en région pour faire des choix de maintenir nos services critiques essentiels dans chaque territoire d'MRC auprès de notre population pour assurer des services qualité sécuritaires à tous. Nos routes, c'est des conditions qu'on connaît très bien l'hiver. On a des spécialités qui sont réparties d'ailleurs à travers chacun de nos milieux hospitaliers qui font en sorte que les déplacements, même en période hivernale, sont fréquents pour notre population. C'est notre réalité territoriale. Mais ceci étant dit, on travaille actuellement intensément, même avec la communauté de Sainte-Terre comme partenaire privilégié, pour assurer la réouverture le plus rapidement possible de l'offre de services au CLSC de Sainte-Terre. Une offre de services qui est de soins primaires, mais qui est à maintenir de proximité à la population, qu'on souhaite maintenir de proximité à la population, même si la situation actuelle n'a pas de lien, n'a pas eu d'impact sur la malheureuse conclusion qui est le décès de monsieur. On souhaite vraiment maintenir cette offre de service-là à la population et on travaille vraiment intensivement à pouvoir bonifier les équipes, à faire du recrutement, de l'attraction pour être capable de réouvrir le plus rapidement possible. Sur ce, si mes collègues, le Dr Ricard souhaitent intervenir, je les laisse intervenir également à votre question. Je pense qu'il n'y avait pas d'intervention complémentaire. Dans ce cas, je laisserai M. Pierre Saint-Arnaud de la presse canadienne adresser sa question. Oui, bonjour. Vous m'entendez bien? J'aimerais qu'on me clarifie le temps d'intervention. On a parlé hier à la famille qui était sur place. On nous a dit que ça a pris 1h30 entre le moment de l'appel et l'arrivée des ambulanciers. Le chiffre de 34 minutes, j'aimerais bien savoir sur quoi il est basé. Et pourquoi? Parce que, bon, Barrault-Sainte-Terre, c'est un coin que je connais moi aussi, là, c'est 30 minutes, 30-35 minutes peut-être. Là, on nous dit 20 à 30 minutes, mais disons 30-35 minutes en hiver. Là. Pourquoi ça a pris 1h30 à ce que l'ambulance arrive et d'où vient le chiffre de 34 minutes? Je laisserai Dr Ricard pouvoir répondre à la question. OK. Bon, c'est comme j'explique depuis le début, lorsque vous logez un appel à la centrale 911, votre appel de santé est transféré à la centrale de communication santé, on doit prioriser votre appel selon les informations que vous nous donnez. Dans le cas de l'appel primaire, l'information donnée n'avait pas une priorité élevée, donc il a été mis en attente en laissant comme consigne à l'appelant de rappeler s'il y avait des changements dans sa condition. À ce moment-là, chaque appel qui est mis en attente est réévalué périodiquement et lors de la réévaluation, l'appel a été repriorisé en priorité plus élevée et à ce moment-là, on a demandé à la zone de relève de faire le transport urgent et d'où le délai de 34 minutes. OK. Le délai de 34 minutes, ça, c'est le moment où c'est le temps écoulé. Je vais être sûr de bien comprendre. Là. Le délai de 34 minutes, ça, c'est le moment entre là où on a repriorisé l'appel et l'arrivée à la maison? Voilà. Est-ce que l'ambulance, à ce moment-là, était occupée à autre chose pendant l'heure qui a précédé ce 34 minutes-là? Quelle ambulance vous voulez parler? L'ambulance qui est arrivée de Barrault, là. Parce que là, il y a une ambulance qui est envoyée de Barrault. Donc, je considère, je tiens pour acquis, peut-être que je me trompe, mais je tiens pour acquis qu'elle était déjà disponible. L'ambulance de Barrault était disponible. OK. Et ça a pris 1 heure avant qu'on repriorise l'appel pour l'envoyer et par la suite 34 minutes pour qu'il se rende. Non, c'est pas 1 heure, tous les appels sont réévalués. Si l'appelant ne nous rappelle pas, tous les appels sont réévalués aux 30 minutes. Donc, lorsqu'on a rappelé ou pour réévaluer l'appel qui a été repriorisé en mode plus urgent,
on doit à ce moment-là faire affaire avec la zone de relève. Il faut que vous compreniez que nos zones ici sont presque toutes monovéhicules. Donc, lorsque vous faites affaire avec la zone de relève, vous avez une autre découverture dans un autre territoire. Donc, vous mettez à risque un plus grand nombre un nombre plus important de la population en découvrant des zones qui sont associées à la relève. Donc, nous, je vous l'ai dit depuis le début, on doit faire des choix, on doit prioriser nos appels. Lorsque l'appel est codifié comme étant urgent, à ce moment-là, on affecte la zone de relève. Lorsque l'appel a été codifié comme étant urgent, la zone de relève, c'est la zone, pour ce secteur-là, était la zone de Barrault. L'ambulance était disponible et elle a été affectée en mode urgent sur cet appel. OK. Donc, pour être sûr de bien comprendre la séquence, vous recevez l'appel, il y a une forme de priorité qui est donnée. 30 minutes plus tard, il y a une réévaluation, la priorité n'est pas changée. 30 minutes plus tard, il y a une autre évaluation et là, la priorité est changée. Et là, il y a 34 minutes de délai pour l'arrivée de l'ambulance. Parce que ça a pris 1h30, là. Non, la priorité d'appel a été changée à la 30e minute de l'appel initial. Alors, pourquoi ça a pris 1h30, puisque le calcul que vous me donnez donnerait normalement 1 heure, 30 minutes plus 34? Ben, ça n'a pas pris 1h30. OK. Oui, je peux peut-être préciser, c'est 1h10, puis le 1h10 comprend le moment du début de l'appel de la personne où il y a eu des échanges, des questions. Hein, vous savez, on appelle, puis donc, suite à cet appel-là, 30 minutes plus tard, le temps de faire un nouvel échange, de réaffecter l'ambulance, tout ça pour un total d'1h10. Donc, c'est le premier 30 minutes, réévaluation, puis l'envoi du véhicule en urgence. OK, merci. Monsieur Patrick Belrose du Journal de Québec. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup. Je crois que ma question va être pour Dr. Ricard. Donc, vous dites que vous avez 2 à 3 véhicules pour l'ensemble du territoire. Peut-être juste préciser justement là, est-ce que c'est 2 ou 3. Et vous semblez vraiment, disons, étirer au maximum des ressources disponibles. Vous aurez besoin de combien de véhicules dans un monde idéal pour pouvoir bien couvrir le territoire que vous avez? Ben, écoutez, pour répondre à votre question, on a un territoire de plus de 45 000 km² et on a 23 véhicules ambulanciers pour répondre à tout ce territoire-là. Et je vous demandais, en fait, vous disiez, certains soirs, on a 2 ou 3 véhicules pour la région concernée. Vous aurez besoin de combien de véhicules, en fait, pour bien desservir? Vous m'avez mal compris. J'ai donné une référence par rapport à l'île de Montréal pour que les gens comprennent bien que juste le secteur d'Amos, et là on ne parle pas de Sainte-Terre ni de Barrault, que pour vous donner un exemple, sur le secteur d'Amos, qui est à peu près 4 à 5 fois plus grand que le territoire de l'île de Montréal, je n'ai que 2 et parfois que 3 véhicules pour répondre à l'ensemble des appels qui viennent de la population, qui viennent des établissements de santé, qui viennent de la sécurité publique ou qui viennent du transport aérien. Parfait. Donc, si on prend le même territoire, vous avez 2 à 3 véhicules. De combien de véhicules vous auriez besoin pour desservir de façon idéale, disons, la clientèle? Les véhicules ambulanciers sont calculés en fonction d'un besoin qui est établi par le ministère et dont les budgets sont octroyés par le Conseil du Trésor. Donc, adressez votre question à ces gens-là. Je comprends très bien, merci. Une question pour Mme Roy. Quand il y a eu la réorganisation des services, on a dit qu'on ajoutait une ambulance sur une période de 12 heures, mais aussi qu'on pourrait faire appel aux taxis de soir et de nuit pour transporter les gens qui en auraient besoin. Est-ce que c'est en place et est-ce que M. Genet aurait pu avoir accès à ce service-là? Donc, pour répondre à votre question concernant l'ambulance, donc oui, il y a eu un ajout d'ambulance à raison de 12 heures par jour, 7 jours sur 7, dès la première journée là, de la réorganisation. Tel que le mentionnait Dr. Ricard, ça s'est fait là, de 8 heures à 20 heures, tenant compte du plus haut volume d'appels présent, mais également de la nécessité de faire des transferts entre l'installation de sanitaire de jour et l'installation de Val-d'Or, puisque l'offre est toujours maintenue de 8 heures à 16 heures, 7 jours sur 7, au niveau des services d'urgence à l'installation du CLSC de sanitaire. Quant à la disponibilité de taxis ou autres modalités de transport, tout est possible là, encore aujourd'hui pour les citoyens de la municipalité. Cette réponse-là faisait suite à une question à la fait que les gens qui n'avaient pas la possibilité de se déplacer parfois de soir ou de nuit vers Val-d'Or ou vers Amos pour avoir recours à des soins
n'avaient pas de véhicule, n'avaient pas de voisins, n'avaient pas d'autres capacités. Donc, qu'est-ce qui s'offrait à eux puisque le service de taxi aussi semblait être non disponible à l'occasion. Donc, on a confirmé qu'on a fait des ententes là, et s'assurer qu'un service de taxi est disponible si la personne n'avait aucun autre moyen de transport, tout comme c'est disponible aussi dans d'autres municipalités ou d'autres MRC. Donc, c'est des collaborations avec les entreprises qui se sont faites à ce moment-là. Tout citoyen de Sainte-Terre qui souhaite se déplacer pour quelconque raison peut y avoir accès et recours. Donc, ce n'est pas dans le SIS qui a recours que le citoyen lui-même qui peut faire appel au service de taxi. Oui, mais puis comme je le mentionnais, c'est qu'auparavant, il y avait une offre de service plus limitée. On s'est assuré qu'une offre de service plus élargie soit disponible pour toute personne qui a besoin d'un transport. Merci. Alors, dernière question, Mme Fanny Lévesque. Je voudrais juste une précision. On comprend bien donc que le CLSC de Sainte-Terre n'est pas équipé pour gérer ce genre d'urgence, mais dans un monde où il aurait été ouvert, est-ce qu'il aurait pu avoir le service ambulancier plus rapidement ou c'est la même façon de fonctionner, c'est-à-dire qu'il y a seulement une ambulance pour le territoire, on fonctionne par priorité. Donc, finalement, est-ce que s'il avait été pris en charge à l'urgence de Sainte-Terre, est-ce qu'il aurait pu avoir plus rapidement accès à l'ambulance ou ça ne change rien? Encore une fois, je laisserai Dr Ricard pouvoir répondre à la question. Ça ne change rien du fait que l'ambulance était déjà à Val-d'Or lorsque l'appel a été logé. Comme je vous explique, si l'urgence de Sainte-Terre avait été ouverte, ils n'ont pas les plateaux techniques diagnostiques et encore moins les plateaux techniques thérapeutiques pour pouvoir stabiliser ce genre de pathologie-là. Et ils n'auraient pas eu accès à autre chose que le véhicule de Barraud qui a été affecté de la même façon. Merci. Nous aurons le temps pour prendre une autre main levée. Monsieur Pierre Saint-Arnaud. Oui, c'est un peu dans le même sens que la question de ma collègue de la presse. Est-ce que les facilités à Sainte-Terre, si ça avait été ouvert, auraient pu diriger M. Genet directement à Amos plutôt qu'à Val-d'Or, puisque Sainte-Terre-Amos, c'est pas mal moins long que Sainte-Terre-Val-d'Or-Amos. Donc, je laisserai mon collègue, Dr Aumont, en responsabilité de l'organisation des services, pouvoir répondre à la question. Donc, question précise, réponse précise. Non. L'évaluation médicale avec un examen physique et un questionnaire chez ce patient-là, sans rentrer dans les détails, nous suggérait qu'il y avait une importance d'agir, mais qu'il fallait objectiver la pathologie par un moyen d'imagerie. Alors, ce n'était pas une condition qui d'emblée apparaissait comme un cas de Amos, c'est-à-dire ce n'était pas un trauma, par exemple. Donc, l'hôpital le plus proche est en Val-d'Or. Si Sainte-Terre avait été ouvert, le médecin aurait constaté la douleur abdominale, l'importance de la douleur abdominale, une certaine altération des signes vitaux et aurait dit il y a besoin d'une investigation radiologique urgente. C'est Val-d'Or qui est le plus proche et il l'aurait envoyé à Val-d'Or, selon les informations qu'on peut trouver au dossier. Je vous remercie. Merci. Ça semble compléter la période de questions. En guise d'information, je rappelle que si vous souhaitez obtenir plus d'informations concernant la réorganisation temporaire des services, une infolette est publiée à tous les vendredis. Donc, vous pouvez consulter les infolettes là, sur le site Internet du Centre intégré de santé et services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue. Sur ce, je remercie énormément les porte-paroles, les représentants, les personnes de la population qui ont assisté à l'activité du jour. Et j'aimerais préciser que le point de presse concernant l'état de situation épidémiologique sera remis demain à 10 h. Donc, je vous invite demain à 10 h à être présent avec nous. Merci et au plaisir.